Mon monde s'est effondré en 6 mots, plus percutant que n'importe quel coup. Votre fils est en réanimation. Je me suis figé au milieu du terminal des arrivées de Roissy. La poignée de ma valise toujours crispée dans ma main. L'odeur d'espresso et de croissant du vol flottait encore dans l'air. Quelques heures plus tôt, je sirotais un cappuccino le long d'un canal vénitien, riant doucement en regardant les gondoles glisser. J'avais acheté pour Mathieu, mon fils unique, une cravate en soie de Florence, d'un bleu marine profond brodé de délicats fils dorés. Je l'imaginais la porter à sa prochaine réunion avec un client, l'air fier sur son visage quand je lui dirais qu'elle venait d'Italie. Cette cravate était pliée avec soin dans mes bagages. Un symbole de ma joie, de mes projets, de mon espoir. Maintenant, elle ressemblait à une blague cruelle. L'appel téléphonique provenait de l'infirmière des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sa voix était efficace, détachée, comme si elle ne venait pas de m'arracher le sol sous les pieds. Pitié-Salpêtrière. Soins intensifs. Accident de voiture. Admis il y a 6 jours. 6 jours. Les mots résonnaient en moi, vifs et impitoyables. Pendant 6 jours, mon fils s'était battu seul pour sa vie, entouré de machines, et moi, j'avais flâné dans les rues de Paris, photographiant la tour Eiffel, inconsciente. Pendant 6 jours, la femme de Mathieu, ma belle-fille, Élise, n'avait pas pensé à m'appeler. Pas un seul message, pas un seul courriel, rien. Alors que je me précipitais dans le hall stérile de l'hôpital, les roulettes de ma valise cliquetant sur le carrelage, la culpabilité me griffait la poitrine si férocement que je pouvais à peine respirer. L'odeur de désinfectant me piquait les poumons. Les néons clignotaient au-dessus, trop brillants, trop froids. J'ai appuyé mes 2 mains sur le comptoir, les jointures blanches. Je suis Lydie Moreau. Mon fils, Mathieu Moreau. Je viens d'apprendre. S'il vous plaît, dites-moi où il est. Les yeux de la réceptionniste se sont adoucis en me reconnaissant. Chambre 414. Service de réanimation. Le docteur Patel est son médecin traitant. Une infirmière vous accompagnera à l'étage. Chambre 414. 6 jours. Mes jambes ont bougé sans moi, me portant vers les ascenseurs. Mon esprit tourbillonnait autour d'une seule question insupportable. Où était Élise? Je leur avais laissé à tous les deux mes coordonnées. Élise avait toujours semblé attentionnée, toujours prompte à publier des photos de leur vie parfaite ensemble, des brunchs, des vacances, des galas de charité. Et pourtant, alors que Mathieu gisait brisé dans un lit d'hôpital, elle n'avait pas cherché à me joindre. La porte de l'ascenseur s'est ouverte, révélant le couloir silencieux de l'unité de soins intensifs. Le bourdonnement constant des machines, le faible bip des moniteurs emplissait le silence. Une infirmière d'âge mûr nommée Carla a levé les yeux de son ordinateur à mon approche. Ses yeux bienveillants me disaient tout ce que son ton professionnel essayait d'adoucir. « Nous avons essayé de joindre la famille », dit-elle doucement. « Votre fils est dans un état critique depuis son admission. Sa femme était là la première nuit. Elle a signé les formulaires de consentement du secret médical, mais elle n'est pas revenue depuis. » Sa voix a légèrement vacillé, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ses propres mots. Moi non plus. Elle n'est pas revenue. Ma voix s'est brisée, les mots s'échappant à peine de ma gorge. Carla a secoué la tête, les lèvres pincées. Nous avons laissé plusieurs messages. Aucune réponse. Le sol sous moi s'est incliné. Élise avait laissé Mathieu seul, l'avait abandonné. J'ai fermé les yeux un instant, m'agrippant au mur pour me stabiliser. Je pouvais presque voir la cravate en soie dans ma valise, pliée avec soin entre des pulls, attendant d'être offerte à un fil qui ne vivrait peut-être jamais assez longtemps pour la porter. Une mère ne devrait jamais découvrir la trahison et la dévastation dans le même souffle. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Cette nuit-là, alors que Mathieu se battait pour chaque respiration en réanimation, Élise ne veillait pas à son chevet. Elle a été photographiée riant sur le pont d'un yacht de luxe affrété au large de South Beach, à Miami. À Miami, une coupe de champagne à la main, le bras d'un autre homme nonchalamment enroulé autour de sa taille. J'allais apprendre cette vérité en quelques heures, en faisant défiler les stories publiques Instagram taguées au Fontainebleau, à Miami Beach, l'horreur s'enfonçant plus profondément à chaque publication. Pendant que mon fils gisait intubé, luttant contre la mort, sa femme était occupée à vivre le rêve, à faire la fête, à sourire, à prétendre qu'elle n'avait aucune obligation. Et quand j'ai gelé les comptes qu'elle vidait, Élise a paniqué. Son masque s'est fissuré. La femme qui avait ignoré les appels des médecins a soudainement fait exploser mon téléphone de messages désespérés.
Sa vie soigneusement construite s'effondrait en temps réel. Mais cette révélation, cette vengeance est venue plus tard. À ce moment-là, alors que je me tenais à la porte de l'unité de soins intensifs, regardant le corps pâle et brisé de Mathieu, la vérité était déjà claire. Mon fils se battait pour sa vie, complètement seul, et la femme qui avait juré de l'aimer dans la maladie comme dans la santé avait disparu. J'ai senti quelque chose d'ancien monter en moi. La mère dont l'enfant gisait sans défense, la femme qui avait autrefois tout sacrifié pour sa famille. La force tranquille de toute une vie s'est réveillée, et j'ai fait un vœu silencieux. Élise m'avait sous-estimé. Elle pensait que mon absence signifiait la liberté, que le coma de Mathieu signifiait le silence. Elle avait tort. Ce n'était pas la fin de l'histoire de mon fils, et ce n'était pas la fin de la mienne. Les portes de l'unité de soins intensifs se sont ouvertes avec un léger souffle, comme un avertissement. Mes chaussures ont cliqué sur le sol poli alors que j'entrais. J'avais moins l'impression d'entrer dans un hôpital que de franchir un seuil dont je ne pourrais jamais revenir. Le couloir s'étendait devant moi, stérile, feutré, bordé de chambres où les machines bourdonnaient plus fort que les voix. Chambre 414. Le nom de mon fils était inscrit proprement sur un tableau blanc à l'extérieur de la porte. Ma main tremblait alors que je tendais le bras vers la poignée. Pendant une seconde fragile, j'ai failli ne pas pouvoir l'ouvrir. Cette porte était une ligne dans le sable. D'un côté, la mère qui croyait que la vie de son fils était intacte. De l'autre, la mère qui devait faire face à ce qui restait après qu'elle ait été presque détruite. Je l'ai poussée. La première chose que j'ai vue, c'est le ventilateur. Le sifflement et le souffle rythmé remplissaient la pièce, artificiel mais régulier, comme une respiration empruntée. Des tubes serpentaient dans la bouche de mon fils. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en synchronisation avec la machine, pas selon sa propre volonté. Le bip régulier du moniteur cardiaque pulsait dans l'air, chaque note me rappelant qu'il était toujours là, mais à peine. Mathieu, mon beau garçon, 32 ans, encore assez jeune pour que j'aperçoive des bribes du petit garçon qu'il avait été. Maintenant, il gisait immobile, sa peau pâle contusionnée de violet rageur et de bleu profond. Sa jambe droite suspendue dans un plâtre, son bras gauche caché soudé. Bandage. Un pansement chirurgical couvrait une partie de son crâne, contrastant crûment avec les cheveux bruns foncés que je lissais quand il était agité. Je me suis approchée, mes doigts tremblants alors que je tendais la main vers la sienne. Elle était fraîche, sans vie, rien à voir avec la poigne forte et chaude qui soulevait autrefois des cartons quand il m'aidait à déménager ou serrait la mienne à son mariage. J'avais envie de pleurer. Au lieu de cela, j'ai ravalé mes larmes. Les larmes n'aideraient personne ici. Madame Moreau. Je me suis retournée. Une infirmière se tenait près du moniteur. Une femme dans la cinquantaine, des mèches grises dans ses cheveux blonds. Son badge indiquait Carla Dubois. Il n'y avait pas de fausse gaieté dans son expression, seulement la compassion lasse de quelqu'un qui avait vu trop de parents franchir cette même porte. Oui. Ma voix était calme mais ferme. Elle a légèrement hoché la tête. Votre fils a été admis il y a 6 jours suite à un grave accident de voiture. Il est arrivé inconscient et son état est critique depuis. Nous avons réussi à stabiliser ses signes vitaux après une intervention chirurgicale pour réduire la pression intracrânienne, mais la convalescence sera longue et incertaine. Ces mots sont tombés comme des pierres, mais la question qui me brûlait la poitrine s'est frayé un chemin. Sa femme, Élise, où est-elle? Carla a hésité. Cette pause m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. Elle était ici brièvement la nuit de l'admission. Dit Carla doucement. Elle a signé les papiers d'admission, mais elle n'est pas revenue. Nous l'avons appelée plusieurs fois pour des formulaires de consentement médical, des mises à jour, des décisions. Aucune réponse. La pièce a basculé. Je me suis agrippée à la rambarde du lit de Mathieu, me forçant à ne pas m'effondrer. Elle n'est pas venue. Ma voix s'est brisée. Non. Les yeux de Carla se sont adoucis, mais son ton est resté professionnel. Vous devez savoir, Madame Moreau. Votre fils a besoin d'un défenseur en ce moment. Quelqu'un pour être sa voix. J'ai regardé le visage de Mathieu, meurtri et enflé au point d'être méconnaissable. Il ressemblait à un étranger enveloppé de fil et de plâtre. Pourtant, il était à moi, mon fils, mon unique enfant. J'ai pris une inspiration brusque, la forçant à passer la boule dans ma gorge. Merci, Carla. Je serai ce défenseur. Les mots m'ont stabilisé. Ils ont construit un mur contre le chagrin qui menaçait de me noyer. Je me suis penchée plus près, écartant une mèche de cheveux du front de Mathieu,
en faisant attention de ne pas déranger les bandages. Ma voix était basse, destinée à lui seul. Je suis là maintenant. Je ne te quitterai plus. Les larmes ont pressé plus fort, mais je les ai refoulées. Je ne pouvais pas craquer ici. Pas quand il avait besoin que je sois forte. Alors je suis restée à ses côtés, ma main dans la sienne, ravalant mon chagrin tout entier. Parce que je savais à ce moment-là que je n'avais pas le droit de m'effondrer. Plus tard dans la soirée, un officier de police en uniforme est apparu à la porte de la chambre de Mathieu. Son badge indiquait inspecteur Morvan. Il avait l'air solennel de quelqu'un habitué à livrer de sombres vérités. Madame Moreau, dit-il tranquillement, j'étais le premier intervenant sur l'accident de votre fils. J'ai pensé que vous devriez connaître les détails. Je me suis levée, me préparant. Dites-moi, je vous en prie. Votre fils était passager. Sa femme, Élise, conduisait. La voiture a perdu le contrôle à grande vitesse et a heurté la glissière de sécurité. Mathieu ne portait pas sa ceinture. Il a subi les blessures les plus graves. Élise s'en est sortie avec à peine quelques égratignures. J'ai dégluti difficilement, mon estomac se tordant. Où est-elle maintenant? Sa mâchoire s'est contractée. Elle a quitté les urgences le soir même. A signé les formulaires d'admission, puis a disparu. Nous avons essayé de la contacter pour des questions de suivi, mais elle n'a pas retourné nos appels. Les mots sont tombés lourdement dans la pièce stérile. Élise, indemne, libre de partir. Élise disparaissant dans la nuit alors que son mari gisait brisé et inconscient. Je me suis lentement rassise dans le fauteuil à côté du lit de Mathieu. Les moniteurs de mon fils bipaient à un rythme régulier, remplissant le silence que l'inspecteur Morvan avait laissé derrière lui. Si vous étiez à ma place, que ressentiriez-vous? Pourriez-vous pardonner à une femme qui a abandonné votre enfant, son mari, alors que des machines forçaient l'air dans ses poumons? Pourriez-vous accepter le silence de la personne qui aurait dû lui tenir la main, et non pas s'enfuir? La question s'est logée dans mon cœur, pas seulement pour moi, mais pour quiconque écoutait. Le pardon est noble, dit-on. Mais qu'en est-il d'une trahison si profonde qu'elle laisse quelqu'un se battre pour sa vie, seul? J'ai regardé Mathieu. Ma main s'est refermée doucement sur ses doigts, meurtrie et mou. Ma voix tremblait, mais je me suis penchée près de lui, chuchotant dans l'air stérile entre nous. Je découvrirai la vérité, Mathieu. Sur l'accident, sur Élise. Je te le promets. Le ventilateur a soufflé, le moniteur a bipé, et les ombres se sont allongées dans la pièce. J'ai posé mes lèvres sur sa tempe, en faisant attention au bandage. Tu ne seras plus jamais abandonné. Pas tant que je serai là. À la deuxième nuit à l'hôpital, l'épuisement me collait à la peau. Mon corps réclamait le sommeil, mais mon esprit refusait de se reposer. Chaque bip du moniteur me liait à Mathieu, mais il me rappelait aussi l'absence d'Élise. Elle avait disparu comme si le mariage n'était rien de plus qu'un contrat qu'elle pouvait déchirer quand cela devenait incommode. J'avais besoin de réponses. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. Des années dans la finance m'avaient appris une chose par-dessus tout. Les gens laissent des traces. Si Élise avait abandonné son mari, elle avait laissé des traces quelque part. Je me suis connectée au compte courant joint de la BNP Paribas que j'avais ouvert pour Mathieu et Élise comme cadeau de mariage. C'était censé être leur filet de sécurité, un petit coussin pour les urgences, quelque chose que je pensais leur apporterait la tranquillité d'esprit. La page a mis du temps à se charger, le Wi-Fi de l'hôpital était lent. Mon souffle s'est coupé lorsque les débits de la carte American Express Platinum et les retraits du Crédit Agricole sont apparus. La liste s'étendait sur l'écran comme une confession. Il y a 6 jours, le lendemain de l'accident, le premier retrait est apparu. 2000 € en espèces d'un distributeur du Crédit Agricole à Miami. Puis un autre et un autre. Des frais d'hôtel d'un établissement en bord de mer. Des milliers d'euros de notes de restaurant. Une charge pour un yacht de luxe affrété au large de South Beach. Miami Charter, Carpe Diem, boutique de créateurs, champagne. Le total s'accumulait sans relâche, plus de 15 000 € en moins d'une semaine. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, stabilisant ma respiration, pendant que Mathieu gisait immobile, recousu et brisé. Élise était à Miami, dépensant de l'argent destiné aux urgences. Notre argent. En faisant défiler plus loin, j'ai vu quelque chose de pire. Les charges étaient récentes. Quelques heures plus tôt, Élise avait dîné à 4 dans un restaurant où la note dépassait 1000 €. Des images ont commencé à surgir dans mon esprit. Élise sur le pont. D'un yacht affrété au large de South Beach, à Miami.
Élise riant avec un homme qui n'était pas mon fils. Élise tenant une flûte de champagne comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Ma main a tremblé alors que je prenais mon téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne en qui j'avais confiance pour agir rapidement. Arnaud Chêne, mon banquier privé de longue date à la BNP Paribas. Il m'avait guidé à travers des années d'investissement. Un homme dont l'intégrité n'avait jamais faibli. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix calme, familière. Madame Moreau, c'est un plaisir de vous entendre. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Arnaud. Je l'ai coupé, mon ton plus sec que je ne l'aurais voulu. C'est une urgence. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Sa voix a immédiatement basculé vers une préoccupation professionnelle. Bien sûr. Que s'est-il passé? Mon fils, Mathieu, est en soins intensifs. Sa femme, Élise, conduisait lors de l'accident. Elle s'en est sortie avec des égratignures et a depuis disparu. Ce soir, j'ai découvert qu'elle vidait leur compte courant joint à la BNP, dépensant des milliers d'euros à Miami en hôtel, yacht affrété au large de South Beach, et Dieu sait quoi d'autre. J'ai besoin que tous les comptes auxquels elle a accès soient gelés immédiatement. Il y a eu un silence d'une demi-seconde, puis le cliquetis rapide des touches de son côté. Compris. Donnez-moi le numéro de compte. Je l'ai égrené, ma voix ferme malgré la tempête en moi. Madame Moreau, dit Arnaud prudemment. Je peux confirmer de multiples débits American Express Platinum et des retraits du Crédit Agricole depuis Miami. Des dépenses de luxe, toutes récentes. Nous pouvons activer les protocoles de sécurité d'urgence. Ces cartes seront refusées à la prochaine tentative. Le soulagement s'est mêlé à une fureur froide dans ma poitrine. Faites-le. Bloquez tout. Et Arnaud, informez-moi de chaque tentative qu'elle fera. Je veux un enregistrement horodaté. Si elle essaie de fuir, je veux le savoir. Vous l'aurez, m'a-t-il assuré. Élie dit, je suis désolé. Vraiment. J'ai mis fin à l'appel, fixant la lueur de l'écran de l'ordinateur portable. Les débits American Express Platinum et les retraits du Crédit Agricole qui défilaient étaient plus que des chiffres. C'étaient des preuves. Élise n'avait pas seulement abandonné mon fils. Elle l'avait exploité. Elle l'avait laissé pour mort pendant qu'elle finançait son propre plaisir. Je me suis adossé au fauteuil rigide de l'hôpital. Le sifflement rythmé du ventilateur remplissait le silence. Ma main a effleuré celle de Mathieu, toujours froide sous la fine couverture. Élise se croit intouchable, ai-je murmuré, ma voix basse mais ferme. Mais elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas ce que je ferai pour te protéger. Pendant 30 ans, j'avais été sous-estimée par des collègues qui prenaient la gentillesse pour de la faiblesse, par des voisins qui supposaient que mon silence signifiait consentement. J'avais élevé Mathieu avec patience, avec décence, avec intégrité. Mais ce soir, une force différente s'est agitée, pas bruyante, pas violente, silencieuse, chirurgicale. La force qui sait quand couper net et quand attendre. La justice sur papier. Geler ses comptes n'était qu'un début. Elle sentirait l'absence d'argent comme Mathieu sentait l'absence de sa main à son chevet. Chaque refus à un distributeur du Crédit Agricole, chaque charge d'hôtel rejetée, chaque moment gênant où une carte de crédit était refusée serait un message délivré sans mots. Vous n'êtes pas la bienvenue pour profiter de notre douleur. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai brièvement reposé mon front contre le bras de Mathieu. Repose-toi maintenant, mon fils, ai-je murmuré. Je veillerai. Je me battrai à ma manière, et tu ne seras plus jamais laissé sans défense. Le moniteur bipait à un rythme régulier, chaque son un vœu. Élise avait laissé sa trace à l'encre et sur des reçus. Je l'avais trouvée, et maintenant je la suivais pas à pas jusqu'à ce que la vérité soit indéniable. Après qu'Arnaud eut gelé les comptes, je pensais pouvoir enfin me reposer. Mais le repos n'est jamais venu. La chambre d'hôpital était trop silencieuse. Mon esprit trop bruyant. L'écran de mon ordinateur portable brillait encore à côté de moi, jetant une lumière pâle sur le corps immobile de Mathieu. Les chiffres seuls ne suffisaient pas. J'avais besoin de voir. J'ai ouvert un navigateur et j'ai tapé le nom d'Élise. Son compte était privé, bien sûr, mais qu'Élise n'avait jamais été discrète sur son cercle d'amis. J'ai essayé quelques-uns de leurs noms, l'un après l'autre, puis je l'ai trouvé. La première photo est apparue comme une gifle. Élise se tenait sur le pont d'un yacht affrété au large de South Beach, le littoral de Miami derrière elle, la lumière du soleil rebondissant sur l'eau. Elle portait une robe d'été blanche qui fouettait dans le vent, une coupe de champagne levée haut, son sourire large et insouciant.
Mais ce n'était pas son sourire qui m'a tordu l'estomac. C'était le bracelet autour de son poignet, de fins maillons d'argent sertis de petites pierres de saphir. Je le lui avais donné le jour où elle a épousé mon fils. Un cadeau de bienvenue dans la famille, choisi avec soin à Florence où je l'avais trouvé dans une boutique de bijoux fait à la main. J'avais dit, que ceci te rappelle toujours la promesse que tu as faite, le lien que vous partagez. Elle l'avait attaché à son poignet ce jour-là, les larmes aux yeux. Maintenant, il brillait sous le soleil de Floride, un insigne de trahison. En faisant défiler plus loin, mes mains tremblaient. Sur une autre photo, Élise s'appuyait contre un homme que je ne reconnaissais pas. Il était grand, bronzé, les cheveux gominés. Un sourire de prédateur plaqué sur son visage. Son bras était enroulé autour de sa taille comme si elle lui avait toujours appartenu. La légende disait, vivre le rêve. 3 jours de folie. Et ce n'est pas fini. 3 jours. Les mêmes 3 jours où la vie de mon fils avait été en jeu. Une autre photo. Élise riant face à l'appareil photo. La tête renversée en arrière. Le champagne se renversant dangereusement près du pont. L'homme l'embrassait sur la joue. Et là, sur sa main gauche, l'alliance de mon fils captait le soleil. L'anneau pour lequel Mathieu avait économisé, fait des heures supplémentaires, choisi avec tant de soin qu'il était nerveux de me le montrer. Elle le portait comme une breloque, une décoration pour une fête, tandis que l'homme qu'il Y avait placé gisait brisé dans un lit d'hôpital. Ma respiration est devenue courte, inégale. J'ai cliqué encore et encore, me punissant avec chaque nouvelle image. Élise drapée dans des vêtements de marque, se prélassant sur des coussins en cuir blanc, des boucles d'oreilles en diamants scintillants. Élise donnant une fraise à l'homme. Élise dansant pieds nus sur du bois poli, les cheveux lâchés, les yeux brillants d'une joie qu'elle n'avait jamais montrée à Mathieu en public. Chaque photo était un couteau, non seulement à cause de son absence, mais à cause de ce qu'elle avait choisi à la place. Elle ne pleurait pas. Elle ne faisait même pas semblant. Elle célébrait. Je me suis arrêtée sur une image plus longtemps que les autres. Élise se tenait à la balustrade, l'horizon s'étendant à l'infini derrière elle. Le bracelet entourait toujours son poignet, mais son autre main reposait sur la poitrine de l'homme. Et sur cette main, l'anneau, le symbole de l'amour de mon fils, de sa confiance. Le sifflement du ventilateur a rempli le silence alors que je fixais l'écran. La poitrine de Mathieu se soulevait et s'abaissait régulièrement uniquement grâce à la machine. Mon fils avait tout donné à Élise, et elle n'avait rien donné en retour, sauf la trahison. J'ai chuchoté dans la pièce, ma voix se brisant. Comment lui dire quand il se réveillera que c'est ce qu'elle était vraiment? La question est restée en suspens dans l'air stérile, plus lourde que n'importe quelle réponse. Pardon, loyauté, vœux, tous ces mots brisés par ces images. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable, mon reflet faible sur l'écran sombre. Mes yeux semblaient plus vieux, plus vifs, comme si la vérité elle-même avait creusé des rides sur mon visage. Élise pensait que sa fête était cachée, protégée par la distance et le luxe. Mais elle avait laissé une traînée plus brillante que du néon. Photos, légendes, bijoux, symboles qu'elle ne pourrait jamais effacer. J'ai tendu la main vers celle de Mathieu, enroulant mes doigts autour de ses jointures meurtries. « Tu n'es pas seul, mon fils, ai-je murmuré. Pas maintenant, pas jamais. Et quand tu te réveilleras, tu sauras la vérité. Mais tu sauras aussi que tu es aimé. » Le moniteur bipait en réponse, régulier et inflexible. Dehors, la nuit pressait contre les fenêtres de l'hôpital. À l'intérieur, j'ai fait mon vœu. Élise avait choisi sa scène. Elle avait révélé son masque. Maintenant, c'était à mon tour de jouer le mien. La photo brûlait encore derrière mes paupières bien après que j'ai fermé l'ordinateur portable. Élise riant. Élise levant son verre. Élise se penchant dans les bras d'un autre homme alors que mon fils se battait pour sa vie. La cruauté de tout cela m'oppressait jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Et puis, sans prévenir, une autre image a refait surface, une image d'il y a plusieurs années. C'était le jour du mariage de Mathieu. Je pouvais le voir aussi clairement que si j'étais de nouveau dans cette église. L'air était lourd de l'odeur des lys. L'énergie nerveuse de mon fils était presque visible. Il n'avait jamais semblé aussi vivant que lorsqu'Élise a remonté l'allée. Sa robe scintillait dans la lumière douce, ses cheveux attachés simplement mais élégamment. Elle lui a souri, un sourire que je m'étais convaincue être plein d'amour. Je me souvenais de la façon dont les mains de Mathieu tremblaient lorsqu'il lui a passé la bague au doigt. Il a murmuré quelque chose que seule elle pouvait entendre, et elle a hoché la tête, des larmes brillant dans ses yeux.
Les invités ont soupiré. J'ai pleuré aussi, non pas de tristesse, mais de gratitude que mon fils ait trouvé quelqu'un pour le chérir. À la réception, Élise avait pris mes mains dans les siennes. Merci de m'accueillir dans votre famille, Madame Moreau, avait-elle dit avec une telle tendresse. Je vous promets que je prendrai toujours soin de lui. Sa voix tremblait, ses yeux vitreux d'émotion. Je l'avais cru. Maintenant, assise dans la lueur crue des machines de l'hôpital, cette promesse sonnait creux. La femme qui avait juré de prendre soin de lui pour toujours était maintenant drapée sur un yacht affrété au large de South Beach, à Miami. Sa coupe de champagne captant la même lumière du soleil qui se reflétait autrefois sur son alliance. Le moniteur bipant dans la chambre de Mathieu m'a ramené au présent. J'ai regardé son visage enflé, les tubes qui le maintenaient en vie, le plâtre immobilisant son bras. Il avait confié sa vie à Élise. Elle avait pris cette confiance et l'avait transformée en monnaie pour son propre plaisir. Le flashback est revenu, implacable. Élise dansant avec Mathieu, sa tête reposant sur son épaule pendant leur première danse. Les invités avaient encerclé la piste, applaudissant et acclamant. Mathieu m'a murmuré à l'oreille plus tard. Elle est tout ce que j'ai toujours espéré, maman. Je le sens. C'est le début de quelque chose de beau. Je lui avais souri, croyant en sa douceur, sa grâce, ses vœux. J'avais vu ce que je voulais voir, ce qu'il voulait que je voie. Mais maintenant, avec chaque photo cruelle, l'illusion se brisait. J'ai pressé mon front dans ma paume. Le contraste était trop douloureux pour être ignoré. Les vœux de mariage contre les moniteurs d'hôpital, les coupes de champagne contre les perfusions, un bracelet en argent, autrefois symbole de bienvenue, maintenant la preuve même de la trahison. Le temps s'est replié sur lui-même, le passé et le présent entrant en collision. L'allée où Élise avait marché si gracieusement est devenue le couloir où elle s'était éloignée du chevet de son mari. Ses promesses chuchotées se sont transformées en silence. Son sourire tendre en rire partagé avec un autre homme. Je me suis tournée vers Mathieu, ma voix un faible murmure. J'étais là ce jour-là, te regardant croire en l'éternité. Je voulais y croire aussi, mais l'amour sans loyauté n'est pas de l'amour et les promesses sans action sont des mensonges. Le ventilateur a sifflé, le maintenant attaché à ce monde. Ma main a couvert la sienne. Tu lui as tout donné, Mathieu, et elle ne t'a rien donné d'autre que l'absence. Mais je ne t'abandonnerai pas. Ni maintenant, ni jamais. Le flashback s'est estompé, me laissant à vif, vide. Pourtant, quelque chose de plus stable subsistait en dessous. Un vœu à moi. Élise avait rompu toutes les promesses qu'elle avait jamais faites. Mais je tiendrai les miennes. J'étais encore assise à côté de Mathieu quand on a frappé à la porte. C'était un coup doux, presque respectueux, le genre de coup qui m'avertissait que de mauvaises nouvelles attendaient de l'autre côté. Je me suis levée, lissant les plis de mon chemisier, et je suis sortie dans le couloir. L'inspecteur Morvan se tenait là, son chapeau à la main. Ses yeux étaient fatigués, le genre de fatigue qui vient de trop de nuits blanches et de trop de tragédies. Nous nous étions brièvement rencontrés lorsque Mathieu avait été admis pour la première fois. Mais ce soir, sa présence portait un poids plus lourd. « Madame Moreau », a-t-il commencé, sa voix stable mais basse. « Puis-je vous parler en privé ?» J'ai hoché la tête, le conduisant dans une petite salle de consultation au bout du couloir. Les murs étaient de la couleur d'un vieux parchemin. L'éclairage était cru, mais au moins il offrait une certaine intimité. Morvan est resté debout, comme si s'asseoir allait adoucir ce qu'il avait à dire. « Il y a des détails de l'accident que je dois vous communiquer, » a-t-il dit. Nous avons terminé un examen préliminaire des preuves. Cela dresse un tableau plus clair de ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai croisé les bras, me préparant. Continuez. Il a hésité juste assez longtemps pour que mon estomac se serre. Élise était au volant. Des témoins l'ont vu quitter le bar avec votre fils. Les caméras de surveillance confirment qu'elle a bu plusieurs verres de vin, peut-être plus. Les analyses de sang à l'admission montrent que son taux d'alcoolémie était supérieur à la limite légale. Ma poitrine s'est contractée. Élise avait été ivre, imprudente, et Mathieu en avait payé le prix. Mais Morvan n'avait pas fini. Il a ouvert un dossier, faisant glisser plusieurs papiers sur la table. Les relevés téléphoniques montrent qu'Élise envoyait des SMS dans les instants précédant l'accident. Son dernier message a été envoyé moins de 30 secondes avant que le véhicule ne heurte la glissière 2. Sécurité. Cette combinaison, alcool, vitesse et distraction, a rendu la collision presque inévitable. J'ai serré les lèvres pour ne pas crier.
Des images ont traversé mon esprit. Élise au mariage, jurant qu'elle protégerait toujours Mathieu. Élise levant une coupe de champagne sur un yacht affrété au large de South Beach, à Miami, alors que la poitrine de mon fils ne se soulevait que grâce à des machines. Et maintenant ça, la preuve qu'elle ne regardait même pas la route quand sa vie s'est brisée en morceaux. La voix de Morvan s'est adoucie. Madame Moreau, je sais que c'est difficile à entendre, mais il y a plus. Nous avons trouvé des documents dans la voiture d'Élise. Des papiers d'assurance. Des polices d'assurance vie souscrites quelques semaines seulement avant l'accident. Elle avait contacté l'agence AXA au sujet des délais de paiement potentiels. La pièce a basculé. Je me suis agrippée au bord de la table, mes jointures blanches. Elle a demandé l'assurance avant même que mon fils ne sorte de chirurgie. Il a hoché la tête d'un air sombre. Elle a appelé l'expert en sinistre d'AXA dans les 24 heures, posant des questions sur la couverture, demandant quand les fonds pourraient être débloqués en cas de perte. Mon cœur s'est brisé avec une fracture silencieuse. Élise n'était pas seulement partie. Elle avait calculé. Elle avait traité la vie de Mathieu comme une marchandise, un article à encaisser. « Inspecteur », ai-je murmuré, forçant les mots à passer la boule dans ma gorge. Êtes-vous en train de dire qu'elle l'a épousé pour l'argent? Que mon fils n'était rien de plus qu'un portefeuille pour elle? Morvan n'a pas répondu directement. Son silence était une confirmation suffisante. Au lieu de cela, il a posé une main sur le dossier. Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Les preuves indiquent une mise en danger d'autrui au mieux, et peut-être une négligence intentionnelle. La question de savoir si cela atteint l'intention criminelle dépendra de ce que nous découvrirons d'autre. Mais oui, les motifs financiers font l'objet d'une enquête. Je me suis rassise, le souffle court. Tout l'avenir de Mathieu, tout ce dont il rêvait, sa musique, sa famille, son simple souhait d'une vie d'amour, réduit à des chiffres sur un formulaire d'assurance. Élise ne l'avait pas seulement trahi. Elle l'avait marchandisé. J'ai regardé les papiers que Morvan avait laissés sur la table. Des impressions froides et cliniques, des journaux de transactions, des enregistrements de textes, des numéros de police, la preuve de la trahison d'Élise exposée en noir et blanc. Mon esprit est revenu au bracelet en argent à son poignet, celui que j'avais choisi avec amour à Florence. Elle l'avait porté au mariage, à la fête, et pendant l'accident. Un symbole d'appartenance tordu en un symbole d'exploitation. J'ai chuchoté pour moi-même, trop bas pour que Morvan m'entende. Elle ne l'a jamais aimé. Elle aimait ce qu'il pouvait lui donner. Morvan s'est éclairci la gorge doucement. Madame Moreau, je dois vous préparer. Élise sera probablement bientôt interrogée. Si elle revient, ou si elle essaie de vous contacter, veuillez me le faire savoir immédiatement. Nous avons besoin de sa coopération ou au moins de sa présence. J'ai hoché la tête bien que mon attention soit toujours portée sur Mathieu. Vous la trouverez, ai-je dit. Mais plus important encore, je ne la laisserai pas prendre un autre souffle de sa vie. Pas un seul. Morvan a croisé mon regard. Il n'y avait pas de pitié là, seulement du respect. Il a incliné son chapeau et m'a laissé seule dans la pièce stérile. Je suis restée un moment, fixant le dossier avant de retourner au chevet de Mathieu. Le voir, les bandages, les machines, me semblaient plus lourds maintenant. Chaque blessure, chaque ecchymose, n'était plus seulement le résultat du hasard, mais peut-être d'une intention. J'ai pris sa main dans la mienne et j'ai chuchoté. T'as-t-elle jamais vu comme autre chose qu'un compte en banque, mon fils? T'as-t-elle jamais aimé du tout? Mes larmes sont tombées en silence, mais ma prise s'est resserrée avec détermination. Elle a peut-être vu Mathieu comme un portefeuille, mais moi je le voyais comme tout, et c'est pourquoi je ne m'arrêterai pas tant que la vérité ne serait pas gravée dans les registres pour que tous la voient. Les nuits en soins intensifs avaient une façon de s'étirer plus longtemps que toutes celles que j'avais connues auparavant. Même lorsque l'horloge indiquait minuit, les néons donnaient l'impression que le temps lui-même s'était figé. Les infirmières se déplaçaient silencieusement, les machines bipaient régulièrement, et chaque respiration de mon fils venait du rythme d'un ventilateur. C'est au cours d'une de ces nuits interminables que je l'ai remarqué. Un homme plus âgé était assis de l'autre côté du couloir dans sa propre chambre, calé sur un lit d'hôpital. Il était mince avec une tignasse de cheveux blancs et une peau aussi pâle que les draps, mais ses yeux étaient éveillés, alertes, observant le couloir avec une patience tranquille. Nous nous sommes croisés dans le salon le lendemain matin. Il était assis dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, le soleil levant transformant ses cheveux d'argent en or. J'ai offert un sourire poli, n'attendant rien de plus que de la courtoisie. Au lieu de cela, il a parlé le premier. Vous êtes la mère de Mathieu, n'est-ce pas?
Sa voix était rauque mais gentille. J'ai hoché la tête. Oui, Lydie Moreau. Gauthier Hébert, s'est-il présenté, tendant une main frêle mais ferme. Chambre 418. Je suis ici depuis plus longtemps que je ne veux le compter. Je me suis assise à côté de lui, attirée par quelque chose dans sa présence calme. Depuis combien de temps? Ai-je demandé doucement. 3 mois, a-t-il répondu, jetant un coup d'œil au pied à perfusion qui le suivait comme une ombre. Mon cœur est faible. Il continue de me rafistoler. Mais il a haussé légèrement les épaules. Le temps a ses propres plans. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement écouté. Ma femme, Éléonore, est décédée il y a 10 ans, a poursuivi Gauthier. Mes enfants, eh bien, disons simplement qu'ils ont refait leur vie. Je reçois une carte à Noël. Peut-être un appel pour mon anniversaire. La plupart du temps, c'est juste moi. Ces mots ne portaient aucune amertume, seulement une acceptation pragmatique qui me serrait la poitrine. Je suis désolé, ai-je dit tranquillement. Il a secoué la tête. Ne le soyez pas. Le regret gaspille le peu de force qu'il me reste. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose dans cet endroit. Son regard a dérivé vers le couloir, puis est revenu vers moi. Quand on perd presque tout, sa santé, son partenaire, même sa famille, il y a encore une chose à laquelle il vaut la peine de s'accrocher. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, bien que je sentisse déjà la réponse dans mes os. La dignité, a-t-il dit simplement. Parfois, c'est la seule chose qui reste. Et si vous pouvez la garder, personne ne vous a vraiment pris votre vie. Les mots se sont installés profondément en moi, comme s'il avait atteint directement ma poitrine et touché la partie la plus à vif de mon chagrin. La trahison d'Élise, la souffrance de Mathieu, ma propre culpabilité impuissante. Ils avaient dépouillé tant de choses, mais la dignité, cela, c'était encore à moi de la garder. Et c'était à Mathieu de la reconquérir une fois qu'il se réveillerait. J'ai regardé Gauthier, voyant en lui non seulement un homme seul, mais un miroir, quelqu'un rejeté par ceux qui auraient dû l'aimer le plus, mais s'accrochant toujours à la seule vérité que personne ne pouvait effacer. Il m'a fait un petit sourire. Votre fils, il a de la chance. Il ne le sait peut-être pas maintenant, mais il se réveillera pour trouver sa mère toujours là. Cela compte plus que vous ne le pensez. J'ai tendu la main, couvrant sa main frêle de la mienne. Et vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez non plus, Gauthier. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti les coins de ma bouche se relever en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Son reflet de ma propre lutte m'a donné de la force, de la dignité. Oui, ça au moins, Élise ne pourrait jamais nous le prendre. C'était le 3e matin depuis mon retour d'Europe quand Élise a finalement montré son visage. J'étais au poste des infirmières en train de passer en revue le dossier de Mathieu avec Carla lorsque le cliquetis de talons hauts a résonné dans le couloir. Le son était si discordant dans ce couloir stérile que toutes les têtes se sont tournées. Elle était là, Élise Moreau, ma belle-fille. Ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, comme si elle arrivait pour un déjeuner plutôt que pour rendre visite à son mari en soins intensifs. Elle portait un sac à main en cuir sous le bras et un dossier de papier serré trop fort dans sa main. Madame Moreau, a salué Carla prudemment, son ton professionnel cachant le tranchant en dessous. Élise l'a ignoré, ses yeux balayant au-delà de moi vers le bureau de l'infirmière en chef. Je suis ici pour les formulaires de réclamation AXA, a-t-elle dit sèchement. Je dois finaliser des papiers sur la police de Mathieu. Les mots m'ont transpercé. Pas, comment va-t-il? Pas, puis-je le voir? Seulement, formulaire de réclamation AXA. J'ai fait un pas en avant que Carla ne puisse répondre. Élise, ma voix était basse, stable, bien que je sente la brûlure de la fureur dans ma poitrine. Mathieu est dans la chambre 412, inconscient, respirant grâce à des machines, et les premiers mots qui sortent de ta bouche concernent l'argent. Elle a cligné des yeux, puis a relevé le menton, son expression lisse. Quelqu'un doit être responsable, Lydie. Sais-tu à quel point tout cela va coûter cher? Les médecins, la chirurgie, la rééducation, s'il y arrive. La police existe pour une raison. Je fais juste ce que Mathieu voudrait. Mathieu voudrait que tu sois à ses côtés, ai-je dit tranquillement. Pas à faire la queue au bureau de facturation de l'hôpital. Ses lèvres se sont retroussées en un demi-sourire, du genre qui ne portait aucune chaleur. Nous n'avons pas tous le luxe de veiller toute la journée. Certains d'entre nous doivent penser à l'avenir. Le silence qui a suivi était suffocant. J'ai refusé d'élever la voix. Au lieu de cela,
J'ai laissé mes yeux reposer sur les siens, inébranlables, implacables. Elle a légèrement bougé sous le poids de ce regard, bien que son masque n'ait pas glissé. À ce moment-là, l'inspecteur Morvan est apparu au coin du couloir. Il suivait l'affaire de Mathieu, et son timing n'aurait pas pu être plus précis. « Madame Élise Moreau », a-t-il dit, sa voix sèche, professionnelle. « Nous devons parler. » Sa tête s'est tournée brusquement vers lui. « Inspecteur, j'étais juste en train de... » « Je sais exactement ce que vous étiez en train de faire », a coupé Morvan. Il a désigné le dossier dans sa main. « Tentez d'initier une réclamation sur une police alors que votre mari est encore en vie. C'est un comportement inhabituel. » Le visage d'Élise a rougi, la première fissure dans son sang-froid poli. J'essayais seulement de m'assurer que les choses étaient en ordre. Les hôpitaux coûtent de l'argent. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que j'assume cela seul. J'ai alors parlé, mon ton mesuré mais inflexible. Personne ne t'a demandé d'assumer quoi que ce soit. Les médecins ont seulement demandé que tu restes, que tu défendes ton mari, et tu as disparu. 6 jours, Élise. 6 jours il est resté ici et tu n'étais nulle part. Son regard a vacillé juste un instant, trahissant la culpabilité. Ou peut-être l'agacement d'être acculé. Je devais m'éloigner. J'étais traumatisée, moi aussi. Morvan a croisé les bras. Les personnes traumatisées ne louent généralement pas de yacht au large de South Beach, à Miami. La couleur a quitté son visage. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais Morvan a levé une main. Gardez ça pour plus tard. Nous passerons en revue vos activités plus tard. Pour l'instant, je veux que vous quittiez cet étage. Vous ne devez rien signer, ne touchez à aucun document financier jusqu'à nouvel ordre. Elle s'est alors tournée vers moi, les yeux brillants. Tu penses que tu peux m'exclure de ça? Je suis sa femme. Cet argent est autant à moi qu'à lui. J'ai senti quelque chose d'ancien s'agiter en moi. La même force qui m'avait porté à travers le veuvage, à travers l'éducation de Mathieu seul, à travers chaque sacrifice silencieux. Je me suis approchée, ma voix baissant jusqu'à un quasi-murmure. Le mariage t'a peut-être donné son nom, Élise, mais il ne t'a pas donné son âme. Elle lui appartient toujours. Et pendant qu'il se bat pour sa vie, tu ne le traiteras pas comme un compte en banque. Pour une fois, Élise n'a pas eu de réponse. Le silence pesait sur elle. Sur nous tous. Elle s'est agitée inconfortablement, puis a refermé son dossier d'un coup sec. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé avant que Morvan ne la guide fermement dans le couloir. Je suis restée figée, la légère odeur de son parfum flottant encore dans l'air, si déplacée dans un lieu rempli d'antiseptiques et de chagrin. Lentement, je suis retournée au chevet de Mathieu. Il n'avait pas bougé, ne s'était pas agité, mais je me suis penchée près de lui, pressant doucement mon front contre sa main. Elle est venue, ai-je chuchoté. Mais pas pour toi. Pas comme elle aurait dû. Ne t'inquiète pas, Mathieu. Elle ne touchera plus à un seul PN de ta vie sans passer par moi d'abord. Le moniteur a bipé régulièrement, son rythme correspondant maintenant à ma détermination. Élise avait essayé de transformer mon fils en un chèque de paie, mais je transformerais chacune de ses tentatives en preuve. Et le moment venu, elle réaliserait que la dignité, la sienne, la mienne et la nôtre, était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais acheter. Cette nuit-là, après qu'Élise eût été escortée dehors, l'hôpital s'est calmé pour retrouver son étrange rythme. Le ventilateur soufflait, les moniteurs pulsaient, et le grincement occasionnel de semelles en caoutchouc résonnait dans le couloir. J'étais assise près du lit de Mathieu, l'épuisement pesant lourdement, mais mon esprit refusait de se reposer. J'ai sorti de mon sac à main un petit carnet en cuir, que je portais depuis des années. Les pages étaient remplies de listes, de pensées éparses, de prières que je n'avais jamais prononcées à voix haute. Ce soir, cependant, j'ai ouvert une page blanche et j'ai commencé à écrire. Mon très cher Robert, le stylo semblait maladroit dans ma main au début, mais les mots ont coulé plus vite que prévu. Si tu pouvais nous voir maintenant, tu saurais pourquoi je suis rentrée plus tôt. Je pensais surprendre notre garçon avec des chocolats de Paris, une cravate en soie de Florence. Au lieu de cela, je suis entrée dans un cauchemar. 6 jours, Robert. 6 jours il est resté ici, des machines le maintenant en vie, et je me promenais dans des rues étrangères comme si le monde n'avait pas changé. Ma gorge s'est nouée en écrivant, mais je me suis forcée à continuer. Élise était là quand il a été admis. Elle a signé les papiers, puis elle est partie. Elle est juste partie. Morvan me dit qu'elle a à peine été égratignée. Elle aurait pu rester. Elle aurait pu lui tenir la main.
Au lieu de cela, elle a disparu. Et maintenant elle revient, non pas pour le réconforter, mais pour signer des formulaires de réclamation AXA. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise. Tu as toujours dit qu'elle voulait la sécurité plus que l'amour. Je voulais croire que tu avais tort. J'ai fait une pause, regardant la courbe du nez de Mathieu, les bandages sur son front, le léger soulèvement et abaissement de sa poitrine. Sais-tu ce qui me hante le plus? La pensée qu'elle ne l'a peut-être jamais vu que comme un portefeuille. Qu'elle a dit oui, non pas parce qu'elle aimait notre fils, mais parce qu'elle aimait la vie qu'il pouvait lui offrir. Et moi, je l'ai accueilli. J'ai acheté la robe, arrangé les fleurs, lui ai donné le bracelet de ma mère à porteur. Je pensais aider Mathieu à construire un avenir. Maintenant, tout ce que je vois, c'est la trahison. Ma main a tremblé en soulignant les mots suivants. Si tu étais là, tu me dirais de rester forte. Tu me rappellerais que Mathieu a besoin d'une mère qui ne s'effondre pas. Alors je ravale mes larmes, Robert. Je les ravale toutes entières parce que je ne peux pas le laisser me voir craquer. Je lui ai promis ce soir qu'il ne serait plus jamais abandonné. Et je pensais chaque syllabe. J'ai fermé les yeux, laissant l'encre sécher. Puis j'ai ajouté les dernières lignes. Tu me manques plus que je ne peux l'écrire. Mais peut-être que d'une manière ou d'une autre, tu es ici dans cette chambre. Si c'est le cas, donne à notre garçon la force de se battre pour revenir et donne-moi la force de monter la garde jusqu'à ce qu'il le fasse. J'ai signé seulement avec mes initiales, LM, puis j'ai posé le stylo. Soigneusement, j'ai arraché la page du carnet, les plié en deux et les glissé dans la poche intérieure de mon sac à main. Je ne l'enverrai pas. Personne ne la lirait jamais. Mais savoir qu'elle était là, ma vérité sur papier, me stabilisait comme une encre jetée dans des eaux sombres, m'empêchant de dériver trop loin dans le désespoir. J'ai rangé le carnet, j'ai pris la main de Mathieu et j'ai chuchoté doucement. Ton père aurait été fier de toi, et il m'aurait dit ce que je sais déjà. Je ne la laisserai pas gagner. Le moniteur a bipé sa réponse régulière. La lettre non envoyée reposait contre mon flanc, silencieuse mais inflexible, témoin d'une promesse que j'avais l'intention de tenir. Le lendemain matin, j'étais encore assise près du lit de Mathieu lorsque mon téléphone a vibré avec un message sécurisé d'Arnaud Chêne. Arnaud était mon banquier privé à la BNP Paribas depuis plus de 2 décennies. Un homme qui parlait en chiffres comme d'autres parlaient en poésie. J'ai ouvert le fichier qu'il m'avait envoyé, et j'ai senti mon estomac se tordre alors que la vérité s'étalait sur l'écran. Chaque transaction racontait une histoire, et cette histoire était celle d'Élise. Il y avait des virements, petits au début, puis de plus en plus audacieux, vers un compte que je ne reconnaissais pas. Le nom qui y était attaché était Daniel Mercier, un homme dont Arnaud avait rapidement retracé l'identité. Adresse à Miami, pas d'emploi connu. Les réseaux sociaux jonchés de yachts affrétés au large de South Beach, de champagne, et d'un sourire qui semblait répéter dans tous les miroirs de toutes les boîtes de nuit. La note d'Arnaud était concise. Professionnelle mais lourde de sous-entendus. Votre belle-fille a transféré des fonds à cet homme pendant des mois. Près de 40 000 € au total. L'activité s'est accélérée dans les jours qui ont suivi l'accident de Mathieu. J'ai fait défiler plus loin. Des achats de créateurs, des retraits d'espèces, des paiements de séjour dans la ville de Daniel, le tout avec l'écriture d'Élise. Sa signature claire comme le jour. La piste papier ne se contentait pas de murmurer la trahison. Elle la hurlait. Je repensais à ses vœux de mariage, à sa voix tremblante alors qu'elle promettait de chérir Mathieu dans la maladie comme dans la santé. Je l'avais cru à l'époque. Je voulais y croire. Mais maintenant, en regardant ces chiffres, je réalisais qu'elle avait écrit ses propres vœux ailleurs, en chiffres et en décimales, adressés non pas à mon fils mais à un autre homme. Le poids de tout cela m'a écrasé jusqu'à ce que mes mains tremblent. J'ai posé le téléphone sur mes genoux, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré lentement, comptant chaque inspiration comme Robert me le rappelait autrefois lorsque la panique montait trop vite. Quand j'ai rouvert les yeux, le document me fixait toujours, indéniable. J'ai murmuré, plus pour moi-même que pour quiconque d'autre. Le papier ne ment jamais. Carla est passée à ce moment-là, s'arrêtant pour vérifier la perfusion de Mathieu. Elle m'a jeté un coup d'œil, ainsi qu'au téléphone dans mes mains. Et bien que je n'ai rien dit, elle a semblé comprendre. Parfois, la vérité se présente sous forme de paperasse, a-t-elle murmuré avant de continuer son chemin. Ces mots sont tombés comme une confirmation, un miroir de mes propres pensées. J'ai repris le téléphone et j'ai sauvegardé le rapport d'Arnaud dans un dossier crypté séparé. J'ai su alors qu'Élise n'était pas seulement négligente, pas seulement égoïste, elle était délibérée. Elle avait construit son plan d'évasion avec l'argent de mon fils, pièce par pièce,
transaction par transaction, jusqu'à ce que la trahison devienne son style de vie. Mes yeux sont revenus sur Mathieu. Il avait l'air si jeune, allongé là, si sans défense, sa vie réduite à des moniteurs et des machines. J'ai effleuré doucement sa main et j'ai chuchoté. Ne t'inquiète pas, mon amour. J'ai la preuve maintenant. Elle ne peut plus se cacher derrière de jolis mots ou des sourires peints. Le papier montre qui elle est vraiment. J'ai glissé le téléphone dans mon sac à main, à côté de la lettre pliée que j'avais écrite à Robert. Deux vérités se côtoyaient, l'une ancrée de ma propre main, l'autre estampillée dans des relevés financiers. Ensemble, elles seraient mes armes, silencieuses, constantes, indéniables. L'unité de soins intensifs était plus froide la nuit, non pas en température, mais en esprit. Le bourdonnement des machines devenait plus fort lorsque les couloirs se vidaient, que les visiteurs rentraient chez eux et que les infirmières marchaient à pas plus doux. J'étais assise dans le fauteuil près du lit de Mathieu, mes mains jointes autour des siennes, et le silence pesait comme un poids. J'ai étudié son visage, à moitié caché par les bandages, enflé aux endroits où le verre l'avait coupé, pas là où la couleur aurait dû être. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme régulier du ventilateur, un rythme que je détestais et auquel je m'accrochais en même temps. En me penchant en avant, j'ai chuchoté. « Tu te souviens du jour où tu as essayé de marcher pour la première fois, Mathieu ?» Ma gorge s'est nouée en parlant, mais j'ai laissé le souvenir venir. Tu avais 9 mois, une petite chose têtue. Tu t'es hissé à la table basse, tu as vacillé comme un marin sur une mer agitée, puis tu as lâché prise. Ton premier pas était de travers, ton deuxième une embardée. Mais tu n'as pas pleuré. Tu as ri. Et j'attendais les bras ouverts, prête à te rattraper si tu tombais. J'ai écarté une mèche de cheveux rebelles de son front, en faisant attention de ne pas déranger les bandages. Et nous revoilà. Tu te bats pour bouger, pour respirer, pour te réveiller. Et comme à l'époque, j'attends, les bras ouverts. Cette fois, je ne ferai pas que te rattraper. Je monterai la garde jusqu'à ce que tu puisses marcher seul à nouveau. Mes mots se sont brisés, mais j'ai continué. Tu m'entends, mon cœur? Tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul. Pas tant que j'aurai un souffle dans mon corps. Le moniteur a bipé doucement. Régulier mais impersonnel, comme s'il se moquait de l'intimité de ma promesse. J'ai serré sa main plus fort, laissant mes larmes couler librement pour une fois. Je les avais ravalées toute la semaine, gardant mes forces pour la paperasse, pour les inspecteurs, pour les manigances d'Élise. Mais ici, dans le noir, il me semblait sûr de les laisser couler. J'aimerais que ton père soit là, ai-je murmuré. Il aurait su quoi dire. Il a toujours cru en toi, en ta force. Et il m'aurait dit ce que je sais déjà, que ce n'est pas la fin. C'est seulement un autre pas, chancelant et petit, mais le début de la marche à nouveau. J'ai fermé les yeux, respirant l'air antiseptique. J'ai pensé à la lettre pliée dans mon sac à main, non envoyée, lourde de vérités que je ne pouvais pas partager. J'ai pensé au rapport d'Arnaud. La trahison d'Élise écrite en noir et blanc. Et j'ai pensé aux photographies que j'avais vues. Élise riant avec un autre homme pendant que Mathieu était ici, attaché à des machines. Sais-tu ce qui fait le plus mal? Ai-je chuchoté. Ce ne sont pas ces mensonges. C'est la pensée que tu l'as cru. Que tu lui as donné ton cœur, ta confiance, et qu'elle a échangé contre du champagne et des fêtes sur un yacht à Miami. Mais écoute-moi, Mathieu. Ce qu'elle a brisé, je t'aiderai à le reconstruire. Ce qu'elle a abandonné, je le garderai. Tu es mon fils, mon unique fils, et aucune trahison ne peut changer cela. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Je voulais qu'il sente le poids de chaque mot, même s'il ne pouvait pas répondre. Puis j'ai chuchoté la phrase que j'avais retenue, celle qui s'élevait comme une prière du plus profond de moi. La première fois que tu as marché, tu as titubé dans mes bras. Cette fois, quand tu feras tes premiers pas à nouveau, je serai là à t'attendre, les bras grands ouverts, comme avant. Pendant un instant, j'ai cru sentir la plus faible pression de ses doigts. C'était peut-être un réflexe. Peut-être que ce n'était rien. Mais j'ai choisi de croire que c'était un signe. Un murmure en retour doux que son esprit erre. Je me suis penchée, pressant doucement mon front contre sa main. Reviens à moi, Mathieu. Fais ce pas. Je te rattraperai si tu tombes. Les machines ont gardé leur rythme régulier, indifférentes à l'espoir. Mais dans mon cœur, j'ai senti quelque chose changer. L'aube lente de la détermination. La compréhension que l'amour n'était pas passif. L'amour était vigilant. Et le mien était assez fort pour l'ancrer jusqu'à ce qu'il retrouve son chemin. L'appel est arrivé juste après minuit.
Mon téléphone s'est allumé avec son nom, Élise. Pendant un long moment, je l'ai laissé sonner, regardant ses lettres clignoter sur l'écran comme un mauvais présage. Finalement, j'ai glissé pour répondre. Sa voix était frénétique, aiguë, au bord de l'hystérie. Lydie, qu'as-tu fait? Mes cartes ne fonctionnent pas. La réception de l'hôtel exige un autre paiement, et la compagnie de location de yacht menace d'appeler la police si je ne règle pas le solde ce soir. J'ai tenu le téléphone lâchement, laissant sa panique se déverser dans le silence entre nous. Elle l'a rapidement comblé. Tu dois arranger ça. Tu sais que ces comptes sont à nous. Mathieu voudrait qu'on prenne soin de moi. Tu ne peux pas juste me couper les vivres. Je suis sa femme. J'ai droit à tout. Tu m'entends? À tout. Ces mots se sont bousculés, passant du désespoir à l'arrogance comme des vagues se heurtant au rocher. J'ai finalement parlé, mon ton égal, stable, presque doux. Tu avais accès, et tu l'as utilisé pour du champagne et des yachts à Miami. Pendant que mon fils était dans un lit d'hôpital, se battant pour sa vie. Son souffle s'est coupé, mais seulement pour une seconde. Je faisais face. J'avais besoin d'espace pour gérer le traumatisme. Tu ne comprends pas ce que j'ai traversé cette nuit-là. J'ai fermé les yeux, imaginant le visage meurtri de Mathieu sous les lumières crues de l'unité de soins intensifs. Je comprends parfaitement. Tu t'en es sorti avec des égratignures. Il était brisé et laissé pour compte. Et puis tu l'as abandonné à nouveau. La ligne est restée silencieuse un instant avant qu'elle ne change de tactique. Sa voix est devenue basse et venimeuse. Écoute-moi, Lydie. Si tu ne rétablis pas ces comptes, je dirai à tout le monde que tu essaies de me contrôler, que tu me voles. J'irai à la presse, à la police. Tu le regretteras. Ces menaces ont roulé sur moi comme un vent froid. J'avais entendu pire dans des salles de conseil de la part d'hommes 2 fois sa taille qui m'avaient sous-estimé. Je suis restée silencieuse, laissant sa colère s'éteindre d'elle-même. Dis quelque chose, a-t-elle exigé, sa voix se brisant maintenant, l'hystérie perçant à nouveau. Tu ne peux pas rester assise là à ne rien faire. J'ai laissé le silence s'étirer, une pause délibérée qui coupait plus nettement que n'importe quelle réponse. Puis, avec une finalité calme, j'ai dit, la seule chose dont mon fils a jamais eu besoin de toi était ta présence, et quand cela comptait le plus, tu as choisi de ne rien lui donner. Elle a eu un hoquet, comme si la vérité elle-même l'avait frappée. Mais je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé le téléphone à côté du lit de Mathieu. Les machines bourdonnaient régulièrement, leur rythme me ramenant à la réalité. Pendant un long moment, je suis restée assise dans le calme, regardant la main de mon fils dans la mienne. La voix d'Élise résonnait encore dans mes oreilles, mais j'ai refusé de la laisser s'attarder. Sa panique était maintenant son fardeau, pas le mien. J'avais changé l'équilibre. Les comptes étaient gelés, sa bouée de sauvetage coupée, et pour la première fois, j'ai senti la balance pencher à nouveau vers la justice. J'ai chuchoté à Mathieu, ma voix douce. Elle peut crier. Elle peut menacer, mais elle ne peut plus rien te prendre. Ni ton argent, ni ta dignité, ni ton combat pour vivre. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis permis d'expirer. Le lendemain après-midi, je me tenais juste à l'extérieur de la chambre de Mathieu quand j'ai entendu le cliquetis sec de talons sur le carrelage de l'hôpital. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Élise. Elle est venue vers moi en trombe, les cheveux en désordre, des lunettes de soleil remontées sur sa tête, du mascara étalé comme des ecchymoses sous ses yeux. Elle ressemblait moins à une épouse éplorée qu'à un animal acculé. Lydie, a-t-elle dit, sa voix tremblant avant de se briser en un cri strident. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas vivre comme ça. Il me bloque. Mes cartes. L'hôtel, même la boutique. Tout le monde me regarde comme si j'étais une sorte de criminel. Tu dois arranger ça. S'il te plaît. Ces mots ont rebondi sur les murs stériles, assez fort pour que les infirmières jettent un coup d'œil avant de se détourner rapidement. Élise est tombée à genoux en plein milieu du couloir, s'agrippant à l'ourlet de mon manteau. Je jure que je ferai mieux. Je resterai avec Mathieu toutes les nuits. Je prierai à ses côtés. Rends-moi juste une carte. Juste une. Je l'ai regardée et, pendant un instant, j'ai presque vu la jeune femme dont Mathieu était tombé amoureux. La mariée posée en soie blanche. La voix douce qui avait autrefois promis l'éternité. Mais l'illusion s'est brisée à la seconde où elle a levé son visage vers le mien. Ses yeux n'étaient pas remplis d'amour ou de culpabilité. Ils étaient fous de faim. Lève-toi, ai-je dit tranquillement. Ma voix était calme, égale,
mais elle a transpercé ses supplications, plus nettement que n'importe quel cri. Elle s'est relevée en se débattant, changeant instantanément de tactique, ses larmes se séchant en colère. « Tu te crois si juste, n'est-ce pas? Contrôlant tout, prenant ce qui m'appartient. Mathieu est mon mari. Cet argent est à nous. Tu n'as pas à décider qui je suis ou ce que je mérite. » J'ai rencontré son regard furieux avec des yeux stables. « Tu as raison sur une chose. Mathieu est ton mari. Et pourtant, il est là-dedans, luttant pour respirer, pendant que tu versais du champagne sur un yacht à Miami. Je n'ai pas besoin de décider qui tu es, Élise. Tu l'as déjà fait toi-même. » Son visage a rougi, marbré de rage. Elle s'est approchée, sa voix baissant jusqu'à un sifflement. « Faites attention, Lydie. Je peux te ruiner. Je peux dire à tout le monde que tu m'as manipulée. Que tu es la raison pour laquelle Mathieu est comme ça. Les gens me croiront. » J'ai redressé les épaules, répondant à son venin par le silence. Elle a attendu, s'attendant à ce que je flanche, à ce que je me défende. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis simplement restée immobile, mon expression inchangée. Le silence lui était insupportable. Finalement, j'ai parlé, chaque mot délibéré, lent. La seule chose dont Mathieu a jamais eu besoin de toi, c'était que tu restes, et quand cela comptait le plus, tu as choisi de partir. Pendant un instant, elle s'est figée, les mots atterrissant plus lourdement que n'importe quelle accusation. Puis elle a ri amèrement. Un son sec et brisé. « Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas? Tu penses que geler mes cartes fait de toi une héroïne. Tu verras, Lydie. Tu regretteras de m'avoir sous-estimée. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le pouvoir avait changé de camp, et elle le sentait. Ses menaces, autrefois acérées, sonnaient maintenant creux, comme une performance jouée trop de fois. Derrière moi, Carla Dubois, l'infirmière de nuit qui s'occupait de Mathieu depuis le jour de son admission, est entrée tranquillement dans le couloir. Elle a fait une pause, son regard passant des mains tremblantes d'Élise à mon immobilité. Elle n'a pas dit un mot, mais ses yeux m'ont tout dit, respect, solidarité, même admiration. Elle avait vu Élise disparaître, m'avait vu veiller toutes les nuits. Elle connaissait la vérité sans avoir besoin de confirmation. Élise a remarqué que Carla la regardait et a essayé de sauver sa dignité, repoussant ses cheveux d'une main tremblante. « Ce n'est pas fini, » a-t-elle craché, sa voix se brisant. « Je m'assurerai que tout le monde sache qui tu es vraiment. » La voix de Carla, ferme mais mesurée, a brisé la tension. « Madame Moreau, vous devez partir maintenant. C'est un hôpital, pas une scène. » Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Élise a semblé petite, dépouillée d'excuses, dépouillée d'argent, dépouillée même de la performance qui avait autrefois ébloui Mathieu. Elle a tourné les talons, ses talons cliquant furieusement contre le sol alors qu'elle s'éloignait dans le couloir. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que le son s'estompe dans le silence. C'est seulement alors que j'ai expiré, ma main effleurant la cravate en soie que je portais toujours dans ma poche, celle que j'avais achetée à Florence pour Mathieu, mon encre émotionnelle. Carla s'est approchée, baissant la voix pour que je sois la seule à l'entendre. « Vous n'élevez pas la voix. Vous ne criez pas, mais vous vous battez plus fort que quiconque que j'ai jamais vu. » Ces mots m'ont prise au dépourvu, et pendant un instant, j'ai senti la piqûre des larmes. Non pas par faiblesse, mais par reconnaissance. Quelqu'un avait été témoin de la guerre silencieuse que je menais. Parfois, ai-je dit doucement, le combat le plus bruyant est celui qui se mène en silence. Carla a hoché la tête, son expression chaleureuse. Puis elle est retournée dans la chambre de Mathieu, me laissant seule dans le couloir où l'ombre d'Élise venait de s'attarder. Je suis restée là un moment de plus, laissant le calme s'installer. Élise pouvait crier, menacer et griffer, mais elle ne détenait plus le pouvoir. Il m'appartenait maintenant, à la mère qui refusait d'abandonner son fils. Et aucun bruit de sa part ne pourrait changer cela. 2 jours après l'explosion d'Élise dans le couloir, l'inspecteur Morvan est retourné à l'hôpital. Son expression était plus résolue que je ne l'avais jamais vue. Il portait un dossier sous le bras, épais de papier, et son ton ne laissait aucune place au doute. « Madame Moreau, » a-t-il commencé, se tenant juste à l'extérieur de la chambre de Mathieu. « Nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour poursuivre. Élise Thompson sera formellement inculpée. Conduite en état d'ivresse, mise en danger d'autrui, exploitation financière. » Les mots ont résonné à mes oreilles comme un marteau de juge. Pendant des semaines, j'avais rassemblé des fragments, des relevés bancaires, des photographies, des confessions chuchotées. Maintenant,
Ces fragments prenaient la forme de quelque chose de solide. La justice. J'ai demandé tranquillement. Que va-t-il se passer maintenant? Les yeux de Morvan se sont adoucis, bien que sa voix soit restée ferme. Nous allons signifier le mandat d'arrêt aujourd'hui. Elle sera arrêtée et interrogée. L'angle de l'assurance, les comptes secrets, la conduite imprudente, tout cela sera présenté. Il est peu probable qu'elle comprenne à quel point les choses sont déjà allées loin. Comme par hasard, une agitation s'est élevée du hall en bas. Des cris, des talons frappant le carrelage, puis la voix d'Élise, reconnaissable même à distance. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis sa femme. En quelques minutes, 2 officiers en uniforme l'ont escortée à l'étage. Elle avait l'air sauvage, les cheveux en bataille, sa veste glissant d'une épaule, les yeux flamboyants de désespoir. Quand elle m'a vue, elle s'est jetée en avant, seulement pour être retenue par les officiers qui lui tenaient les bras. « C'est ta faute », a-t-elle crié. « Tu as monté tout le monde contre moi. J'étais censée avoir le contrôle. Tu comprends? C'est mon mari. Cet argent, cette assurance, c'était à moi. Tu as tout gâché. » Ces mots ont fendu l'air, brut et frénétique. Mais Morvan n'a pas bronché. Il a lu les charges à voix haute, sa voix stable couvrant ses protestations stridentes. « Elise Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse, mise en danger d'autrui entraînant des blessures graves, et exploitation financière d'un adulte vulnérable. » Élise s'est tordue violemment, sa voix se brisant en un sanglot. « Non, je ne voulais pas que tout cela arrive. C'était juste une erreur. Il était censé aller bien. Mathieu était censé aller bien. Je suis restée là, silencieuse, mes mains fermement jointes devant moi. À l'intérieur, mon cœur s'est serré au son de sa panique, mais pas par sympathie. C'était le cri creux de quelqu'un qui voit ses illusions s'effondrer et qui sait qu'il n'y a plus personne à blâmer qu'elle-même. Elle a essayé une dernière fois, sa voix se brisant alors qu'elle me regardait directement. « Lydie, s'il te plaît, dis-leur. Dis-leur que j'avais juste peur. Tu sais que je l'aimais. Tu sais que je ne le pensais pas. » J'ai soutenu son regard, mais je n'ai rien dit. Pas un mot. Le silence était ma réponse finale, et il pesait plus lourd que n'importe quelle accusation que j'aurais pu prononcer. Morvan a fait un signe de tête aux officiers. « Emmenez-la !» Ils ont emmené Élise, ses cris résonnant dans le couloir, s'affaiblissant à chaque pas. Les infirmières et les patients ont tourné la tête, mais personne ne l'a arrêtée. Personne ne l'a défendue. Quand le couloir a de nouveau été silencieux, Morvan s'est tourné vers moi. Je sais que cela n'efface pas la douleur, mais c'est un début. J'ai laissé échapper un lent soupir, réalisant que je l'avais retenu. Oui, ai-je chuchoté. C'est un début. Dans la chambre de Mathieu, le rythme régulier du moniteur cardiaque continuait, un rappel du vrai combat encore à venir. Mais au moins maintenant, l'ombre qui nous avait hantés tous les deux était traînée à la lumière. Cette nuit-là, l'hôpital est devenu incroyablement silencieux. Le va-et-vient habituel des infirmières s'est estompé en pas feutrés. Même les machines semblaient plus douces, comme si l'unité de soins intensifs elle-même retenait son souffle. J'étais assise seule dans la chambre de Mathieu, la faible lumière du moniteur peignant son visage d'ombre pâle. J'ai pris mon sac à main sur mes genoux et j'ai sorti le petit carnet en cuir que je portais depuis des années. Robert se moquait de moi à ce sujet, disait que j'étais la seule femme qui préférait écrire son cœur sur papier plutôt que de le dire à voix haute. Ce soir, cet instinct me semblait être une question de survie. J'ai ouvert une page blanche, j'ai décapuchonné mon stylo et j'ai commencé à écrire une lettre que mon fils ne verrait jamais. « Mathieu, ai-je écrit, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais j'ai besoin de dire cela quelque part. On me dit que le silence guérit, mais le silence est devenu trop lourd ce soir. » Ma main a tremblé en continuant. Je suis rentrée plus tôt en pensant te surprendre avec une cravate en soie de Florence. Je t'imaginais rire, dire que tu en avais déjà trop, mais je voulais que tu en portes une qui porte le souvenir de moi errant dans les rues pavées, choisissant quelque chose juste pour toi. Maintenant, elle est dans mon sac, intacte. La cravate est devenue un symbole de tout ce que j'ai manqué pendant que tu étais ici, te battant seule. J'ai fait une pause, le regardant, des tubes enfilés dans son corps, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une machine. Mon garçon, autrefois si plein d'une énergie agitée, maintenant immobile. J'ai chuchoté à voix haute ce que je venais d'écrire. La cravate devait être un cadeau. Au lieu de cela, elle est devenue un rappel de l'absence, de la façon dont le temps n'est jamais à nous pour le gaspiller. Je suis revenue à la page, les mots se précipitant maintenant.
Je pourrais passer le reste de mes jours à souhaiter qu'Élise ait été différente, à souhaiter qu'elle soit restée, qu'elle ait choisi la présence plutôt que le luxe, qu'elle t'ait aimé avec ne serait-ce que la moitié de la dévotion que tu lui as donnée. Mais je ne peux pas changer ce qu'elle est. Et je ne laisserai pas sa trahison consumer ce que nous avons encore. Des larmes ont brouillé l'encre, mais j'ai continué à écrire. La victoire n'est pas de la voir tout perdre. C'est trop petit, trop vide. La vraie victoire, mon fils, c'est toi qui respires. Une respiration de plus qu'une autre. La vraie victoire, c'est moi assise ici, ta main dans la mienne, refusant de t'abandonner comme d'autres l'ont fait. La vraie victoire n'est pas la chute d'Élise. C'est ta survie. Je l'ai regardée à nouveau, ses paupières closes, ses cils effleurant des joues qui étaient autrefois vermeilles de vie. Tu te souviens, Mathieu? Ai-je chuchoté. Quand tu as fait tes premiers pas dans notre salon, tu as titubé vers moi, les jambes tremblantes, le visage déterminé. Je me suis agenouillée sur le tapis, les bras grands ouverts, promettant silencieusement que peu importe combien de fois tu tomberais, je serais là pour te rattraper. Ce soir, tu titubes à nouveau, mais pas avec de petites jambes. Tu titubes entre la vie et la mort. Et une fois de plus, je suis là, les bras ouverts, prête à te rattraper de toutes les manières possibles. La pièce s'est épaissie de souvenirs. Je pouvais presque sentir la légère odeur de talc pour bébé, entendre le grincement de ses petites chaussures sur le parquet. J'ai serré doucement sa main, chuchotant. Je t'ai rattrapé à l'époque, je te rattraperai maintenant. Le stylo a glissé de mes doigts et j'ai plié la lettre avec soin, la glissant dans la poche intérieure de mon sac. Une autre lettre non envoyée. Une autre vérité secrète. Comme la cravate, elle resterait une encre, quelque chose pour me rappeler que l'amour n'était jamais gaspillé, même lorsqu'il n'était pas rendu. En me penchant près de lui, j'ai pressé mon front contre sa main. Mathieu, ai-je soufflé. Tu es ma victoire, pas la ruine d'Élise. Toi, une respiration à la fois, un battement de cœur à la fois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le moniteur a bipé régulièrement, répondant dans son langage mécanique. Je suis resté là, laissant le silence m'envelopper, non pas comme un vide, mais comme un témoin. Le silence peut être cruel, mais il peut aussi être sacré. Cette nuit-là, dans le calme de l'unité de soins intensifs, j'ai découvert la différence. Avant de fermer les yeux dans le fauteuil rigide de l'hôpital, j'ai attrapé une fois de plus la cravate en soie dans mon sac. Je l'ai déroulée doucement et l'ai drapée sur le dossier du lit de Mathieu, laissant le tissu capter la faible lumière. Quand tu te réveilleras, ai-je chuchoté, ceci t'attendra, non pas comme un cadeau, mais comme la preuve que je ne suis plus jamais partie. J'ai croisé les bras sur le côté de son lit et j'y ai posé ma tête, la cravate scintillant faiblement dans la lueur. La victoire ne se mesurait pas en bataille judiciaire ou en compte gelé. La victoire se mesurait ici, dans cette chambre fragile où l'amour demeurait même lorsque tout le reste avait été dépouillé. La vibration de mon téléphone m'a surprise dans le silence de la chambre de Mathieu. Je m'étais à moitié endormie dans le fauteuil, ma tête encore lourde d'avoir écrit cette lettre que je n'enverrai jamais. L'écran s'est allumé, sa lueur crue traversant la pénombre de l'unité de soins intensifs. C'était un SMS d'Élise. Pendant un instant, j'ai juste fixé son nom, flottant là comme un fantôme que j'avais essayé de bannir. Contre tout instinct, je l'ai ouvert. Ces mots étaient simples, mais ils m'ont transpercé net. Il te haïra pour toujours. Pas de salutation, pas d'explication, pas d'excuse, juste du venin condensé en 5 mots. Je suis restée assise à regarder le message jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Mon cœur aurait dû s'emballer de colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus calme, de plus lourd. C'était comme si ces mots étaient une dernière tentative de se frayer un chemin dans cette pièce, même alors que la loi se refermait autour d'elle. Une dernière arme, non pas d'argent ou de mensonge, mais de doute. J'ai levé les yeux du téléphone vers Mathieu. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme du ventilateur, chaque respiration peu profonde mais régulière. Sa peau portait encore la pâleur de la blessure, mais ses doigts se sont contractés faiblement dans les miens, me rappelant qu'il y avait une vie, fragile mais présente. Ma voix s'est brisée alors que je parlais dans le silence. Aie-moi si tu le dois, Mathieu. Blâme-moi d'avoir été absente quand tu avais besoin de moi. Reproche-moi les choix que j'ai faits, d'avoir fait confiance à Élise, de ne pas avoir vu clair en elle plus tôt. Mais haine ou amour, colère ou pardon, rien de tout cela ne change cette seule vérité. Je suis là et je ne te quitterai plus. Le téléphone a vibré une fois de plus, une autre notification d'Élise, mais j'ai refusé de regarder. Au lieu de cela, j'ai éteint l'écran et je l'ai posé face contre la table de chevet,
comme pour sceller ses mots hors de cet espace sacré. Élise pouvait crier dans le vide de sa propre création. Je ne porterai plus son poison. J'ai lissé le bord de la couverture de Mathieu et j'ai laissé ma main reposer légèrement sur son bras. Le sifflement de l'oxygène a rempli la pause, un étrange réconfort dans sa constance. Sais-tu, mon fils, ai-je chuchoté. Quand tu étais petit, tu t'accrochais à moi après des cauchemars. Tu tremblais et pleurais et jurais que les ombres étaient réelles. Et je te disais quelque chose que je crois encore plus ardemment maintenant. Les ombres peuvent effrayer, mais elles ne peuvent pas faire de mal si la lumière est proche. En ce moment, Élise pense que son ombre te suivra. Que ces mots tacheront la façon dont tu me vois. Mais regarde-moi, Mathieu. Même si tes yeux sont fermés, regarde-moi avec la partie de toi qui écoute encore. Je suis la lumière, et je ne faiblirai pas. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Je voulais ma voix stable, ma main inébranlable. Je me suis penchée plus près, posant doucement mes lèvres sur sa tempe, en faisant attention au bandage. Ta femme veut peut-être que tu me haïsses, mais la haine ne coûte pas cher. La vie est trop précieuse pour la gaspiller. Ce qui compte, Mathieu, c'est que tu respires, que tu guérisses, que lorsque tu ouvriras les yeux, tu saches que tu n'as jamais été abandonné, pas par moi. Du coin de l'œil, j'ai aperçu la cravate en soie drapée sur la rampe du lit, captant un faible scintillement de la lueur du moniteur. Cette petite encre m'a stabilisé. Elle m'a rappelé que j'avais déjà choisi quel genre de victoire importait. Pas la ruine d'Élise, pas ses malédictions, mais être ici quand cela comptait le plus. Je me suis adossée au fauteuil, mes doigts toujours entrelacés avec ceux de Mathieu. Les mots d'Élise résonnaient faiblement dans ma tête, mais ils n'avaient plus de poids. C'était juste du bruit à l'extérieur de la vitre de cette chambre, impuissant face aux vœux que j'avais faits. Haine ou amour, ai-je chuchoté à nouveau dans le silence. Tu es mon fils, et je suis là. Les machines ont répondu avec leur bourdonnement régulier, comme si elles étaient d'accord. J'ai fermé les yeux, laissant le rythme me porter, plus ébranlé par le dernier message d'Élise. J'avais perdu toute notion du temps dans cette chambre. Les jours se fondaient dans les nuits, marqués seulement par les changements de service des infirmières et le pouls régulier des machines. J'avais appris le rythme des moniteurs de Mathieu comme s'ils étaient des hymnes. Chaque bip était à la fois un fardeau et une bénédiction, la preuve qu'il était toujours là. Ce matin-là, la lumière filtrait à travers les stores en fines rayures dorées, peignant son visage pâle d'une faible chaleur. Je tenais sa main comme je le faisais toujours, mon pouce effleurant ses jointures, chuchotant de petites choses justes pour remplir le silence. Des histoires de son enfance. Des rappels du monde qui attendait au-delà des murs de l'hôpital. Le jardin commence à fleurir, Mathieu. Ton père m'aurait taquiné pour avoir planté trop tôt encore une fois. Puis quelque chose a changé. C'était si petit au début, j'ai cru l'imaginer. La plus faible pression de ses doigts contre les miens. Je me suis figée, retenant mon souffle, craignant que le moindre mouvement ne brise le fil fragile entre nous. Ses paupières ont vacillé une fois, 2 fois, puis ont commencé à se soulever lentement. Je me suis penchée en avant, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Mathieu, ai-je chuchoté, effrayé d'y croire, mais désespéré d'espérer. Ses yeux se sont ouverts, brumeux et lourds, mais indubitablement vivants. Il a cligné des yeux contre la lumière, la confusion obscurcissant son regard, puis ses lèvres se sont entr'ouvertes. Un son a émergé, rauque et brisé, mais assez clair pour me transpercer. Maman. Le monde s'est arrêté. Ce seul mot portait toutes les nuits blanches, toutes les prières silencieuses, chaque once de peur et d'amour que j'avais déversé dans cette veillée. Ma gorge s'est nouée alors que des larmes chaudes et irrépressibles coulaient sur mon visage. Je me suis penchée plus près, pressant doucement mon front contre le sien. Je suis là, mon cœur. J'ai été là tout le temps. Les machines bourdonnaient. Les moniteurs bipaient. Mais à ce moment-là, tout le reste a disparu. Il n'y avait que nous, mère et fils, réunis dans l'espace fragile entre la survie et le désespoir. Son regard s'est déplacé faiblement, cherchant mon visage comme s'il avait besoin de confirmer que j'étais réelle. Repose-toi maintenant, ai-je chuchoté, ma voix tremblante. Tu n'as rien à faire d'autre que respirer. Je porterai le reste pour toi. Le mouvement lent du temps nous a enveloppés, étirant chaque seconde en éternité. Mes larmes ont trempé le drap de lit où nos mains se rencontraient, mais je ne les ai pas essuyées. Elles n'étaient pas honteuses. Elles étaient sacrées. Les paupières de Mathieu ont de nouveau vacillé, l'épuisement le ramenant sous, mais le mot est resté, résonnant dans ma poitrine. Maman.
La preuve qu'il me reconnaissait encore, qu'il avait encore besoin de moi. La preuve que l'amour l'avait ancré quand tout le reste essayait de l'entraîner loin. Alors qu'il se rendormait, j'ai chuchoté à son oreille, d'une voix stable et sûre. « Tu es revenu à moi, et je ne te laisserai plus jamais te sentir seul. » La première fois que j'ai assisté aux séances de kinésithérapie de Mathieu, couverte par l'assurance maladie, mon cœur s'est serré d'un mélange de fierté et de chagrin. Il s'agrippait aux barres parallèles, ses jambes tremblant sous lui. Chaque pas était un acte de défi contre les débris de son corps. Sa mâchoire était serrée, la détermination gravée sur son visage. Mais je pouvais voir la lueur de la peur dans ses yeux, la peur de tomber. Le kinésithérapeute comptait doucement, le stabilisant. Pourtant, mon esprit me ramenait en arrière dans le temps. Je le revoyais tout petit, à peine 18 mois, dans notre ancien salon avec sa moquette beige usée. Il avait fait ses mêmes pas chancelants, les bras tendus, son visage illuminé par l'émerveillement. À l'époque, je m'étais accroupie à quelques pas de là, les bras grands ouverts, lui promettant qu'il ne tomberait pas seul. Maintenant, des décennies plus tard, je me tenais tout aussi près, mes mains planant au-dessus de son dos, résistant à l'envie de le rattraper trop tôt. Le son de sa respiration inégale reflétait les petits halètements de ce petit garçon qui portait autrefois un pyjama rayé, et emportait un ours en peluche partout où il allait. Le parallèle était presque insupportable. « Encore » a murmuré Mathieu, la sueur perlant sur son front. Il a traîné son pied en avant, son corps oscillant. Le thérapeute a ajusté sa posture, mais c'est sa propre détermination qui l'a porté. Ma gorge s'est nouée. Je voyais les deux versions de lui en même temps, le petit garçon titubant vers moi et l'homme adulte, brisé mais inflexible, se frayant un chemin pour revenir du bord de la mort. J'ai réalisé alors que rien n'avait vraiment changé. Les rôles étaient les mêmes. Il marchait toujours vers moi, et je me tenais toujours prête à le soutenir. Le temps avait tracé un cercle autour de nous, liant le passé et le présent en un moment fragile et puissant. Alors qu'il atteignait le bout des barres, sa poitrine se soulevant, il m'a regardé, ses lèvres esquissant un sourire, faible mais certain. « Je n'abandonne pas, maman. » Ma vision s'est brouillée. J'ai chuchoté en retour les mêmes mots que j'avais prononcés quand il n'était qu'un enfant faisant ses premiers pas. « Je sais que non, et je serai là chaque fois que tu trébucheras jusqu'à ce que tu retrouves ton rythme. » Le porche était calme cet après-midi-là, le genre de calme qui s'installe non pas comme un vide, mais comme une paix. Mathieu était assis à côté de moi, sa canne appuyée contre la balustrade. Sur la petite table en bois entre nous, se trouvaient 2 tasses de thé, la vapeur s'enroulant dans l'air frais, et la cravate en soie de Florence, pliée avec soin, ses couleurs captant la lumière du soleil de fin de journée. Cette cravate avait traversé les océans, survécu à un chagrin d'amour, et reposait maintenant ici, non pas comme un cadeau oublié, mais comme un témoin de tout ce que nous avions enduré. J'ai regardé mon fils prendre une gorgée de thé, sa main tremblant encore légèrement, mais assez stable pour soulever la tasse sans aide. Ses yeux erraient vers le jardin où les roses que j'avais plantées des années auparavant fleurissaient avec défi, comme pour nous rappeler que la beauté survit aux tempêtes. « Maman » a-t-il dit doucement, « penses-tu parfois que nous nous en sommes sortis par chance ?» J'ai secoué la tête, sentant le poids de ma réponse. Pas la chance. La persévérance, la grâce, et le refus de lâcher prise quand tout essayait de nous séparer. Il m'a regardé alors avec la même expression qu'il avait enfant en cherchant ma main. La confiance mêlée à l'espoir. Et dans ce regard, j'ai trouvé les mots qui reposaient dans ma poitrine depuis des semaines. La victoire, ai-je chuchoté, mes doigts effleurant la cravate en soie, ce n'est pas de faire payer Élise. La victoire, c'est de voir mon fils se tenir à nouveau debout, même si ce n'est qu'un pas, et de savoir que je ne t'ai jamais lâché. La main de Mathieu s'est resserrée sur la mienne. Puis, lentement, il s'est levé avec sa canne, testant son équilibre. Ses mouvements étaient incertains, mais il a avancé, pas à pas, jusqu'à se tenir au bord du porche. La lumière a percé à travers les branches au-dessus, dispersant de l'or sur ses épaules, comme si le monde lui-même bénissait son retour. J'ai fermé les yeux, laissant le silence nous envelopper, le moment entier et ininterrompu. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le cercle se refermer. Non pas avec amertume, mais avec guérison. Parfois, le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous, et nous nous reverrons dans la prochaine histoire.